quel a été le point de départ de ce cabinet? Enfin, la demande, ça répondait à une demande qui émanait de quel endroit? Je veux dire, c'était les politiques? En fait, les fondatrices, donc c'est Brigitte Croff et Micheline Mauduit, donc qui sont à la fois gérantes et directrices de cette maison. Elles ont dirigé elles-mêmes un service d'aide à domicile, donc à Paris, qui s'appelait La Source, et qui a été très reconnu donc pendant plusieurs années, à la fois sur l'innovation, justement sur les compétences, sur la dimension interculturelle, et sur la reconnaissance des compétences des personnes au domicile. Et donc ça, c'est vraiment la source en fait de la création du cabinet. Donc le cabinet Brigitte Croff Conseil et Associés, donc est situé à Gentilly, mais donc c'est un cabinet qui existe depuis 20 ans et on est une vingtaine de personnes donc spécialisées à la fois sur le conseil et la formation sur les services de proximité, et on intervient sur toute la France, donc on se déplace sur tous les territoires, donc à la fois à la demande des commanditaires, des communes, des conseils généraux, donc qui sont nos différents partenaires, mais aussi clients par rapport aux études, aux conseils et à la formation qu'on est amené à développer sur les territoires. Donc on fait à la fois des études prospectives sur tous les besoins en termes de services sur les territoires. On intervient beaucoup sur la question des territoires, l'équipement des territoires. Donc c'est les commanditaires, c'est à la fois des conseils généraux, des conseils régionaux, des communautés de communes, agglos, donc toutes les intercommunalités qui s'interrogent sur l'avenir en termes d'équipement de services par rapport au vieillissement de la population, mais aussi par rapport à la petite enfance, par rapport aux services, par rapport au logement, à l'accessibilité, au transport. Donc quand on est en milieu rural, notamment, toutes ces questions-là sont très fortes, et tout ce qui est équipement de service. Donc on ne travaille pas uniquement sur la question du vieillissement, mais vraiment sur l'équipement des territoires par rapport aux besoins des personnes, donc de la petite enfance au vieillissement. Et on croise des compétences aussi entre économie, entre sociologie, ressources humaines, communication, gérontologie, handicap, et puis aussi tout ce qui est développement local, développement social local. Vous faites un travail vraiment, disons, de terrain approfondi. Enfin, je veux dire, culturellement, il y a quand même des choses extrêmement variées. Oui. Alors c'est intéressant votre remarque, parce qu'en fait nous on se déplace beaucoup, on accueille beaucoup de gens aussi dans nos locaux pour la formation, et des gens de différentes cultures, et notamment sur la question du domicile. On est amené à former des gens qui viennent de différents pays, de différentes cultures, et la dimension interculturelle dans notre pédagogie est un de nos piliers forts. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comment on prend en compte cette dimension interculturelle dans l'accompagnement, dans l'approche des personnes, et notamment en Île-de-France, les personnes qui travaillent sur l'aide à domicile émanent de différents pays, et souvent en formation, on a une dizaine de pays représentés. Donc ça nous ouvre effectivement beaucoup, et c'est un pilier fort de notre pédagogie. On pourrait se dire que c'est les personnes les plus en difficulté de la société qui se retrouvent à accompagner les personnes aussi les plus désorientées de la société. Donc, où il y aurait le besoin de compétences multiples, un peu comme un mouton à 5 pattes, effectivement, qui va avoir des compétences relationnelles, qui va avoir des compétences techniques, qui va avoir des compétences médicales, qui va savoir faire la cuisine, qui va savoir faire le ménage, qui va en plus intégrer tous les codes culturels en fonction des milieux sociaux, et qui va savoir faire des projets. Qui va être responsable dans son métier, qui va prendre des initiatives, et qui va en plus travailler en équipe, alors que l'équipe ne se rencontre pas. Donc comment faire équipe quand l'équipe est fictive, quand il n'y a pas de supervision, quand il n'y a pas de lieu d'échange, quand il n'y a pas de formation. Voilà. Donc ça, c'est un peu le contexte actuel. Et on pourrait se dire,
il n'y a jamais eu autant besoin de formation qu'aujourd'hui. Alors c'est vrai que ça paraît inquiétant, puisque, à la fois on continue à prôner une politique de maintien à domicile, mais c'est difficile sans formation. Et aussi, pas uniquement la formation des intervenants, et ça c'est aussi un de nos grands, enfin, c'est un de notre cheval de bataille, c'est vraiment la formation de toute l'équipe d'encadrement. Parce que si ne former que les intervenants de base, c'est aussi les mettre en difficulté. Parce qu'elles vont détecter, elles vont se poser des questions, mais elles ne seront pas accompagnées. La réponse qu'elles auront dans leur service, ça sera écoutez, ok, mais on n'a pas le temps, mais débrouillez-vous, on ne peut pas faire autrement, on a des contraintes, on a des plannings, voilà. Et puis c'est le temps passé. La question du temps, par rapport à la désorientation, par rapport à la maladie d'Alzheimer, c'est une problématique centrale, la question du temps et de l'espace. Aujourd'hui, les interventions à domicile, c'est très normé, c'est très stéréotypé, c'est pas du tout pensé en fonction de l'évolution de la maladie. Et aujourd'hui, on voit des plans d'aide ou des missions d'intervention à domicile qui sont rythmées de demi-heure en demi-heure. Et vous savez bien qu'une personne, qu'est-ce que c'est qu'une demi-heure pour une personne désorientée à domicile? Quand vous arrivez, la personne est en train de dormir, la personne est complètement dans un autre temps. Parce que pour vous, il est 7h30 le matin, mais pour la personne, 7h30 le matin, maladie d'Alzheimer, pour certaines personnes, c'est le milieu de leur nuit, puisque elles vivent la nuit. Elles vivent la nuit, elles se sont relevées plusieurs fois la nuit, elles ont des activités la nuit, elles mangent la nuit, et à 7h30 le matin, c'est pas le temps de faire la toilette. Et comment voulez-vous respecter la personne? Alors que vous faites des formations sur le respect, sur l'accompagnement, sur le choix, sur le risque, sur comment ne pas maltraiter, sur la bientraitance justement. Aujourd'hui, les obligations de formation sur la bientraitance. Comment bien traiter quand vous avez un planning qui vous impose d'aller tous les matins à 7h30 chez Madame Y qui a la maladie d'Alzheimer et vous constatez que Madame Y, eh bien, elle dort à 7h30. C'est ça l'enjeu aujourd'hui qui est posé. C'est comment construire, avoir cette capacité d'innovation mais de souplesse pour pouvoir s'adapter à ces situations-là. Sinon, on nie la réalité et on est dans le non-sens. Le non-sens pour la personne. On va créer de l'agressivité, on va créer un rapport de force, un non-sens, une démotivation pour la personne qui va travailler parce qu'elle sait pertinemment que c'est pas adapté. Et puis un non-sens aussi pour les pouvoirs publics parce que finalement cet argent pourrait être mieux utilisé dans un autre cadre. Et puis la famille n'est pas satisfaite non plus, parce que s'aperçoit que finalement la personne n'est pas, on s'occupe pas de son conjoint, on s'occupe pas de sa mère, et tout le poids repose sur la famille. Je peux paraître un peu pessimiste, mais là c'est une vision un peu globale, hein. Alors bien sûr que nous, dans notre travail, c'est justement d'aller voir, d'aller accompagner des expériences et aussi d'aller repérer des modèles aussi qui fonctionnent, parce qu'aujourd'hui il y a des modèles économiques qui fonctionnent, il y a des initiatives, il y a des employeurs, il y a des équipes d'encadrement qui prennent des risques mesurés, mais qui s'engagent dans un accompagnement dans la souplesse. Pareil en maison de retraite, où on passe d'un accompagnement normé, stéréotypé, programmé et autres, à des espaces différents, où on introduit cette notion de choix, où on introduit comment dire, des tranches horaires, y compris pour les professionnels,
pour les résidents, où on peut aussi vivre la nuit, où on peut se déplacer, où on peut avoir des activités la nuit, l'animation la nuit, ça commence à se faire dans certains lieux, le lien entre les équipes de jour et les équipes de nuit. Oui, il y a des initiatives par rapport à cette maladie, et tant mieux, puisque ça sert aussi à d'autres populations. On parle souvent aujourd'hui des services à la personne. Chez nous, on parle plus de services de proximité, qui est beaucoup plus large, qui prend en compte justement l'environnement, les services, la culture, le patrimoine, le tourisme, l'accès aux loisirs. Pour nous, c'est tout ce qui constitue en fait les ressources de proximité qui vont enrichir la personne et qui constituent en fait le projet d'accompagnement. Donc ça, c'est un peu nos clés et les fondamentaux de notre cabinet. L'ouverture du cabinet, c'est plutôt, oui, c'est milieu des années 90. On parle pas du plan Borloo, tout ça, ça vient 10 ans après. Par contre, c'est quand même la réflexion déjà sur le domicile. C'est comment développer des emplois de qualité. Quel type d'emploi et comment toute la réflexion aussi sur les structures mandataires, prestataires, sur les emplois familiaux. Voilà, on est en fait dans cette ère-là. Ce qu'on développe actuellement et ce dont, enfin, qui est plus dans l'air du temps aussi, c'est la question de l'aide aux aidants. De l'aide aux aidants. Et c'est vrai que le plan Alzheimer a mis un peu ce sujet-là, ce thème-là au devant de la scène. Mais bon, c'est un sujet qui est pas nouveau. Donc nous, on a eu l'habitude de travailler sur ces questions, d'accompagner les familles, d'aller au domicile des familles, dans le cadre des évaluations, de faire des entretiens avec les familles. Donc ça, on le fait régulièrement dans le cadre de nos études. Et donc, on a mis en place une proposition un petit peu particulière là, sur le territoire du Val-de-Biais, dans lequel nous sommes, là, dans le Val-de-Marne. Avec la communauté d'agglomération, toute une réflexion justement sur l'accompagnement des aidants à domicile, mais aussi en établissement. Et en fait, ce que nous avons proposé, c'est non seulement d'accompagner les aidants familiaux, mais c'est surtout de les rassembler, en tout cas pour ceux qui le souhaitaient, avec des aidants professionnels du domicile et en établissement. Donc ça, c'était un peu une première. Donc ce sujet ou cette forme pédagogique qui était proposée a été retenue aussi de manière expérimentale par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et nous a permis un financement pour accompagner plusieurs groupes sur le territoire, avec aussi le Conseil général, financeur de l'opération, et cette communauté d'agglomération. Donc en fait, on a expérimenté plusieurs groupes, à la fois à domicile et en maison de retraite. Et ce qui est très intéressant, c'est de croiser justement les représentations des aidants familiaux et des aidants professionnels. La plupart du temps, les familles parlent ensemble des professionnels, souvent se plaignent des professionnels, de leur manière de travailler, de leur incompétence, ou souvent ont du mal à déléguer aux professionnels. Donc il y a une incompréhension, y compris sur la manière de faire, notamment avec les personnes désorientées. Et puis également, d'un autre côté, les professionnels souvent se plaignent des familles. Moi en formation, j'entends souvent dire « Oh là là, s'il n'y avait pas les familles, ce serait beaucoup plus simple ». Souvent, les familles ne comprennent pas, elles remettent en cause aussi nos compétences, ou alors elles culpabilisent, elles ne voient pas évoluer leur conjoint ou leurs parents. Ils conservent une image ancienne, et tout ça, ça nous bloque dans notre travail. Et là, tout à coup, en crevant l'abcès, en les faisant se dire ça finalement les uns face aux autres,
eh bien c'est comme s'il se découvrait et qu'on était pour la première fois engagé dans la possibilité de construire un projet d'accompagnement de la personne malade ensemble. Comment on va conjuguer des compétences, comment nous, familles, nous avons besoin de vous, professionnels, et comment nous, professionnels, nous avons besoin de vous, familles. Alors ça, c'est pas facile à dire, hein. Donc ça, c'était un bel objectif qui a permis à la fois de modifier les rapports. Donc à domicile, c'est comment aujourd'hui une intervenante ou un intervenant ose se positionner, ose dire non, ose valoriser ses compétences, mais aussi avec le soutien de sa structure, parce qu'on voit que la formation des aidants professionnels et familiaux, c'est aussi avec le concours, avec l'implication des structures. Que ce soit la maison de retraite, ou que ce soit l'accueil de jour, ou que ce soit la structure d'aide à domicile, ou même le SIAD. Je travaillais dernièrement avec des équipes de soins à domicile. Eh bien, la plupart du temps, il y a des initiatives qui sont prises par les professionnels, mais qui ne sont pas soutenues par l'équipe d'encadrement ou par le projet associatif. Et c'est là, en fait, que le bas blesse. Donc, c'est comment, souvent, on dit on écoute la famille. C'est la famille qui a raison, hein, ou bien la direction va de toute façon plus écouter la famille que le professionnel. Elle aura toujours raison. Hein, c'est la parole du client roi. Et là, tout à coup, ça permet d'inverser les choses, d'aller reconnaître les compétences des uns et des autres et, d'avancer ensemble sur les choses très concrètes du quotidien, hein, notamment sur la manière, sur les repas. Sur la toilette, sur les sorties, sur comment habiller la personne, comment valoriser ses choix, et ne pas uniquement écouter ce que dit la fille ou le fils. Comment permettre à la personne de manger autrement. Quelquefois, on voit à domicile une personne qui avait l'habitude de manger toujours à la même place, et avec la maladie, eh bien, cette personne va manger en se déplaçant, ou au contraire va manger dans sa chambre, ou bien dans un coin du salon, ou quelquefois même par terre. Et ça va être possible avec le concours des professionnels, mais aussi avec le soutien de la structure pour dire, voilà, les professionnels font leur travail. C'est pas du mauvais travail, mais vont expliquer à la famille le cheminement, l'évolution de la maladie, et comment le fait de lui permettre aussi de lui donner de la liberté, eh bien, il y a du plaisir dans l'accompagnement. Il y a aussi le plaisir de manger, mais le plaisir de raconter. On va le voir aussi sur le regard de la personne. Plutôt que de forcer la personne à manger assise au salon, ou bien à la table de la cuisine, comme la mère faisait, ou avait appris aussi à manger au fils. Donc en fait, c'est des éléments très, très concrets, mais qui peuvent vraiment changer les choses. Et puis, la plupart du temps, ce que j'ai observé dans ces groupes, c'est que les familles sont souvent juges, ou c'est souvent des jugements réciproques, en fait, entre professionnels et familles. Et là, tout à coup, c'est en fait l'expression d'une souffrance, la souffrance des familles, qui est entendue par les professionnels, et le fait d'avoir été dite directement, eh bien, il y a quelque chose qui est lâché, et qui permet une rencontre, finalement. C'est cette rencontre entre professionnels et familles qui est possible. Alors que la plupart du temps, chacun est sur son compte à soi, dans son camp, défendant son camp. Et là, voilà, cette rencontre est possible, et ça donne un accompagnement nouveau pour la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, là, puisque c'était des groupes qui concernaient principalement ce type de maladie. Alors c'est vrai que cette question du choix, du risque, elle est au cœur, en fait, de toutes les problématiques qu'on rencontre, et notamment à domicile. Et c'est en lien avec la question de la citoyenneté, bien sûr. Et cette question de la citoyenneté, elle est au cœur. Je vous parlais des projets.
des projets d'accompagnement, comment tout à coup il y a une rencontre qui va permettre d'accompagner une personne. Et, et, et ça, c'est vraiment un changement de regard aussi. C'est rencontrer la personne. Et quand je rencontre la personne, effectivement, il y a le citoyen. Il y a le citoyen. Sinon, je suis dans un service à une personne malade, et là, je l'enferme finalement dans un espace, je l'enferme dans un environnement, sans pour autant faire le lien avec l'extérieur ou avec la dimension, toute la dimension de l'être. Et je crois que cette question de la citoyenneté, elle découle de, de l'accompagnement au quotidien. Et tout à l'heure, je vous parlais du repas. Une personne qui va tout à coup, pendant le repas ou dans sa manière de manger, va nous donner des signes peut-être non, enfin non verbaux, qui va exprimer, qui va peut-être dessiner des choses avec la nourriture, qui va avoir des mimiques, qui va avoir des regards, tout à coup va nous parler de sa citoyenneté, va peut-être aussi nous dire son désir profond de sortir, peut-être va nous donner l'idée de l'accompagner. Donc on est dans la créativité, c'est citoyenneté, quotidienneté, créativité. En fait, c'est ces trois mots qui se conjuguent en permanence. Et moi, j'aime bien les lier, parce que souvent, on souhaiterait tout à coup, après le repas, après l'habillage, après l'entretien de la maison, après la toilette, on va tout à coup parler de grands sujets, type citoyenneté. Non, je pense que c'est vraiment au cœur de ces éléments qui peuvent paraître du détail qu'on va tirer des éléments qui vont redonner toute la dignité, toute la citoyenneté à la personne et faire le lien entre intérieur et extérieur, entre vie intime, vie sociale et en relation avec les autres. Alors forcément, vous parliez du vote. Le vote, finalement, c'est choisir, c'est décider. Et je vote pas forcément uniquement lors d'un scrutin officiel pour les prochaines élections présidentielles, mais je vote aujourd'hui, c'est-à-dire je dis si je mets des chaussettes noires ou des chaussettes rouges. Et ça, je vote. Hein. Je mets mon bulletin, c'est moi qui le dis. La manière dont je vais manger, la manière dont je vais m'exprimer, voilà, c'est cette liberté d'aller et venir. C'est aussi les risques que je vais prendre dans ma vie. Comment je peux continuer à sortir, comment je suis accompagné, peut-être encore à faire du vélo, comment je peux encore jardiner, comment je peux encore prendre ma voiture, oui, jusqu'où c'est possible. Et ça, c'est finalement être citoyen, c'est voter. Je pense à un monsieur qui me disait, mais ma fille, elle est plus... Ce qui l'intéresse, c'est ma sécurité. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est ma liberté. Voilà, alors ce monsieur, alors ça me fait vraiment penser à lui, il disait, moi j'aimerais, quand ma fille vient chez moi, elle est en permanence en train de m'empêcher de faire, y compris dans sa manière de parler, y compris dans sa manière de s'adresser à moi, elle contrôle tout. Et par contre, quand arrive Marie-Laure, mon assistante de vie à domicile, eh bien, c'est la liberté qui rentre au domicile. Ça y est, les portes s'ouvrent, je respire, je le sens dans mon corps, je le sens y compris dans mon élan, dans mon cœur. Je sais que les projets sont possibles. Je sens les portes s'ouvrir, je sens et je me sens vivre. Et avec elle, elle est toujours d'accord pour m'accompagner, pour sortir. Ça me donne de la force. J'avais pas beaucoup de morale et tout. Marie-Laure arrive et j'ai envie d'y aller. Elle va m'emmener. On va faire un tour dans le quartier. Et je vais aller rencontrer des copains, des copines. Alors souvent ça choque parce que je vais rencontrer des copines et ma fille elle aime pas. Y compris cette question-là de ma vie affective. Voilà, elle dit ça, non, papa, tu dois rester à la maison. Voilà. Donc elle veut bloquer. Elle pense que je suis malade, elle pense en plus, je suis veuf, et ma vie, elle se passe dans mes quatre murs. Je ne suis plus capable de. Eh bien non, j'ai encore cette possibilité-là, et d'avoir du plaisir à rencontrer les autres. Et c'est là où je reprends vie.
j'oublie ma maladie, j'oublie mes incapacités. Donc la citoyenneté, on voit que finalement, elle se niche dans tous les moments de la journée et jusqu'aux projets les plus fous qui peuvent s'exprimer tout à coup. J'ai envie, je rêve d'aller au bord de la mer et j'aimerais le faire et je peux l'exprimer à mon assistante de vie et peut-être que ça va être possible alors que j'ose pas le dire à ma fille. Voilà, je décide de le dire, j'ose le dire. Pour moi, c'est ce qui est important dans l'accompagnement des personnes, c'est qu'il y a une ouverture possible. Euh, Parce que la contention, finalement, c'est déjà le regard, c'est comment j'emprisonne l'autre dans sa maladie, dans son espace, dans, dans mes peurs aussi. Et souvent, alors c'est pas toutes les familles, hein, mais c'est souvent aussi ce qu'on peut observer. C'est avoir peur pour son parent et le protéger au maximum. Et la question du risque, je pense qu'elle est au cœur de la vie, de toute vie, d'ailleurs, quelle que soit la vie. Et je pense qu'on n'a pas le même rapport au risque. Et ça, c'est une question qu'on travaille beaucoup en formation, tant avec les familles euh, qu'avec les professionnels. Et on voit bien qu'il y a des professionnels aussi qui, au moindre geste, euh, vont avoir peur parce qu'ils ont un rapport au risque, eux, qui est vraiment limité et qui est très contenant, sécurisant, empêchant de. Donc c'est comment travailler ça, ce rapport à soi. Donc moi j'aime bien travailler aussi en formation sur non seulement sur des concepts théoriques ou de connaissance de la maladie, d'accompagnement, mais je renvoie beaucoup à la connaissance de soi. Parce qu'en fait c'est de là, j'ai souvent remarqué ça, que tout part de là. Euh, de mes peurs, mes angoisses, dans quel état je suis, qu'est-ce que j'amène à l'autre quand je le rencontre. Et si je reprends l'exemple de cette fille, finalement, elle amenait ses angoisses à son père et finalement, elle l'enfermait dans un cadre restreint. Euh, Alors que lui, finalement, n'aspirait qu'à vivre avec aussi cette maladie, bien évidemment, mais avec son rapport à la vie. Euh, et, et, euh, et cette aide à domicile, finalement, qui était qui avait le goût du risque aussi, qui avait le goût de l'aventure, qui eh bien, a permis un projet d'accompagnement. Alors, pas facile avec la famille, hein, parce que le risque, c'est d'être en conflit avec la famille. Euh, donc c'est comment conjuguer ça. Comment conjuguer, parce que on voit bien qu'il y a des limites aussi, qu'il y a la question de la responsabilité. Hein. Comment, si la famille n'est pas d'accord, alors comment on va partager ça ensemble? Comment on va trouver le juste milieu? Comment on va conjuguer les risques? Comment on va conjuguer les responsabilités? Parce que effectivement, la personne quelquefois n'a plus conscience euh, de ses propres limites et il y a besoin effectivement de garde-fous. Donc c'est comment travailler dans ces marges de manœuvre, dans ces espaces de créativité, un petit peu de oui, d'ouverture et comment oser s'embarquer dans l'inconnu, comment se laisser surprendre. En fait, je travaille beaucoup sur cette question-là en formation et notamment aussi avec les encadrants qui découvrent qu'avec la maladie d'Alzheimer, la question de la surprise, elle est au cœur de l'accompagnement. Souvent, on veut tout contrôler. On a des plannings, on a des programmes, on a des timings. Et en fait, cette maladie d'Alzheimer, elle vient en fait mettre à mal tout ça et, et permettre un peu oui, de créativité, de souplesse. Ça va permettre aussi de valoriser des compétences nouvelles euh, et euh, laisser place à l'aventure, à l'inattendu pour l'accompagnement. Alors ça,
pour le domicile notamment, c'est pas évident de faire admettre à des responsables eh bien, qu'on ne peut pas tout programmer d'avance, que la question des remplacements aussi, elle est importante. On ne peut pas ne mettre qu'une personne aussi, c'est comment d'emblée travailler sur cette relation de confiance, inscrire des binômes, travailler avec la famille, sans cesse accompagner les aides à domicile aussi, faire de l'analyse des pratiques régulièrement, soutenir les personnes parce qu'en fait elles sont souvent dans l'épuisement, qu'elles puissent dire aussi leurs initiatives, comment on va les amener à se questionner, on va les faire raconter aussi comment ça s'est passé avec les personnes. C'est pas pour contrôler, mais c'est pour aussi les accompagner, pour chercher ensemble, pour travailler en équipe. La question d'équipe est très peu développée à domicile. Euh, et je pense que cette question d'équipe est vraiment primordiale euh, pour un accompagnement de qualité euh, auprès des personnes désorientées, mais aussi pour toute personne à domicile. Donc là, nous travaillons beaucoup sur la question de l'équipe, du soutien des équipes, analyse des pratiques. Puis on, on a développé aussi une pédagogie particulière pour l'accompagnement des équipes donc intervenantes à domicile avec les encadrants, c'est de faire intervenir des comédiens professionnels. Donc en fait, dans le cadre de nos analyses de pratique, on travaille avec une compagnie depuis de nombreuses années, donc qui connaissent très bien le secteur du médico-social, mais aussi de la maladie d'Alzheimer. Et ces professionnels, enfin ces comédiens professionnels, incarnent des rôles différents, avec aussi la famille, et ça permet de décortiquer un petit peu des questions de fond éthique. Et quand je dis éthique, c'est de l'éthique opérationnelle aussi du quotidien, et qui permet de chercher ensemble quelles sont les solutions. C'est pas amener des recettes, c'est pas amener des solutions toutes faites, mais c'est de se dire, tiens, quel est le sens, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on prend le risque ensemble d'aller dans cette direction, avec cette famille, avec cette personne. On fera peut-être pas la même chose avec une autre famille et avec une autre personne, parce que c'est pas le même contexte, parce que c'est pas le même rapport au risque, c'est pas la même histoire de la personne, c'est pas la même histoire familiale. On n'est pas dans le même contexte, on ne vit pas dans le même environnement. Donc on va peut-être explorer des solutions nouvelles. Euh, voilà, et c'est ça qui est passionnant en fonction des territoires ou des équipes avec lesquelles on travaille, d'aller explorer des solutions qui ne sont pas les mêmes au cœur de Paris ou bien euh, dans, un, dans un territoire plus rural. Ou dernièrement, je travaillais avec une équipe qui justement, par rapport à cet accompagnement, à cette liberté d'aller et venir, eh bien, a travaillé et avec tout l'environnement, c'est-à-dire avec la police aussi. La police qui, aujourd'hui, lorsqu'ils voient une personne déambuler dans la rue, ne sont pas en train de dire c'est la directrice ou c'est la maison de retraite qui fait mal son boulot. Donc il y a un changement de regard aussi collectif, un changement de regard des citoyens sur des habitants. On a parlé de citoyenneté, moi j'aime beaucoup le terme d'habitant. Je travaille beaucoup sur cette question d'habitants, ces habitants, comment la différence ou les différences ont accès à l'espace public. Ça, c'est une vraie question. Comment aujourd'hui, avec la maladie d'Alzheimer, on peut, il est possible euh, d'accéder à l'espace public, de se promener, d'être dehors, d'aller continuer à faire ses courses. Alors, je vais vous raconter une anecdote parce que, donc par rapport à l'exemple là dont je vous parlais, c'est éducation ou formation de la police, mais aussi des commerçants. Des commerçants qui voient venir une personne désorientée, qui a été formée, qui a un petit peu éduqué son regard sur cette maladie et qui va prendre en compte. Alors ça se fait à une échelle locale justement, on se connaît, donc on va respecter la personne, on va l'accueillir, on va savoir lui parler. Et, voilà. Et quand c'est pas le cas, et là dernièrement j'ai vécu un exemple dans un quartier de Paris
où ça a été dramatique parce que une personne désorientée, là, qui vivait encore à domicile, est sortie de chez elle. Donc il y avait tout un service d'aide et de soins à domicile, un accompagnement, d'accueil de jour aussi pour cette personne. Une personne qui vivait seule à domicile. Et elle allait à l'accueil de jour 3 fois par semaine. Et à l'accueil de jour, ils ont fait un reportage sur les personnes accueillies. Et c'est sorti dans le journal local. Et en fait, ce journal, il a été distribué dans le quartier. Et on a vu, donc au café du coin, la personne en photo avec marqué Alzheimer. Et dans la semaine, cette personne, elle avait l'habitude d'aller chaque matin, elle le faisait déjà avant la maladie d'Alzheimer, elle allait boire son café au café du coin, justement. Et en fait, ce qui s'est passé, ce matin-là, ben, leur regard, à la fois des gens du café qui avaient l'habitude de voir cette personne, leur regard a changé du tout au tout, puisque quand ils l'ont vu, ils ont fait le lien avec l'article qu'ils venaient de découvrir dans l'article, enfin dans le journal. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé la police, justement. Ils ont dit, oh là là, il y a une Alzheimer, elle est Alzheimer, mais qu'est-ce qu'elle fait là? En fait, finalement, elle s'est échappée. Et ils ont appelé la police, et 10 minutes après, cette personne donc désorientée, mais encore à domicile, s'est retrouvée entre deux policiers et s'est demandé ce qui se passait. Alors on voit bien cette question de la citoyenneté. Comment est-ce que je peux avoir cette maladie, avoir 85 ans, et boire tranquillement mon petit café dans mon quartier dans lequel je vis depuis 50 ans? Et là, c'était un traumatisme terrible pour cette personne. C'était un traumatisme parce que à l'accueil de jour, lorsqu'ils l'ont récupéré le lendemain, ils se sont demandé, elle a été choquée, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait de mal finalement en buvant mon petit café comme tous les jours? Comme un habitant justement, un habitant citoyen lambda du quartier. Et je trouve que c'est pas facile de pouvoir aujourd'hui développer des projets sur la vie sociale, sur comment être atteint de la maladie d'Alzheimer et continuer à avoir une vie sociale, à vivre dans son quartier ou dans son village le plus normalement possible. Ça dépend en fait du regard, simplement du regard des commerçants, des voisins, de la police, du guichetier aussi. Cette personne-là, elle allait à la poste, mais elle se faisait... le guichetier, la personne au guichet, ne savait pas que cette personne avait la maladie d'Alzheimer. Comment est-ce qu'on lui parlait? Voilà, donc on voit bien qu'à un moment donné, cette citoyenneté ou cette vie dans le quartier, elle devient impossible. Elle devient impossible parce que l'environnement n'est pas adapté, parce que le regard aussi va emprisonner, va exclure, va juger. Alors, c'est pas uniquement l'accessibilité. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'accessibilité pour tous, au niveau urbanisme, au niveau équipement, au niveau escalier, au niveau ascenseur. Alors ça, c'est bien sûr, c'est important. Mais je crois que ce qu'il y a de plus difficile, finalement, c'est l'accessibilité dans le regard, c'est l'accessibilité pour les autres. Donc ça, c'est une vraie question. Alors je pense que ça change beaucoup et je pense que en fonction des environnements, en fonction des lieux, eh bien, on essaie de contribuer à faire développer des expériences, des initiatives, un petit peu comme celle que je vous relatais, pour modifier petit à petit. Bon, ce sont des petites choses, mais qui, d'expérience en expérience, en tout cas, contribuent à améliorer la vie de quelques personnes, mais aussi des professionnels et des familles qui changent
qui ont des prises de conscience et qui prennent du plaisir dans leur travail et dans l'accompagnement. Donc je pense que ça c'est une des meilleures récompenses qu'on peut avoir quand on a des équipes qui nous disent aujourd'hui on a changé notre manière de faire. Vous ne nous avez pas forcément apporté des réponses. Vous ne nous avez pas apporté un livre de recettes. Vous nous avez pas, mais vous nous avez interrogé sur le sens, sur le fond. On est équipé aujourd'hui, on est amené à se poser des questions qu'on ne se posait pas auparavant. Et moi, pour moi, ça c'est ça l'éthique en fait. C'est finalement être amené à sans cesse creuser, sans cesse à chercher et à oser aller plus loin qu'on allait avant. Et se dire, parce que c'est aussi le plaisir de la personne qui nous guide, on a envie d'avancer, on a envie de la suivre, on a envie d'expérimenter. Et moi, c'est ce qui donne sens en fait à mon travail de formateur. C'est tout à coup de voir cette flamme, oui, cette envie, cet élan à être en lien, à communiquer avec l'autre, à rencontrer l'autre et à sans cesse expérimenter. Je crois que c'est vraiment le cœur. Alors on n'est pas dans la technique, on n'est pas même s'il y a besoin de compétences effectivement techniques et tout ça aussi c'est pris en compte dans différents volets de nos formations, mais il y a toute cette dimension de sens, de réflexion, d'équipe, de relationnel qui est au cœur en fait de nos réflexions sur l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.